Dans ce chapitre, nous allons décrire les os et les articulations de la main. La complexité extrême des mouvements que la main peut réaliser explique le nombre important d'os et d'articulations à décrire. Alors la main est constituée d'une partie proximale, élargie, à laquelle sont appendues des structures cylindriques, les doigts. On décrit une face palmaire, c'est celle qui est vue sur cette photographie, une face dorsale ou postérieure, une extrémité proximale ou supérieure, une extrémité distale ou inférieure, un bord latéral et un bord médial. La partie proximale peut être divisée en trois parties. L'éminence thénare, qui correspond à la présence de muscles moteurs du pouce, l'éminence hypothénare, qui est marquée par la présence de muscles pour le cinquième doigt auriculaire, et entre les deux, le creux de la main. Alors, on constate sur cette vue antérieure qu'il existe des plis de flexion. Le pli palmaire supérieur, que l'on retrouve ici sur ce schéma, et que l'on va pouvoir dessiner sur cette photographie, comme ceci. Le pli palmaire moyen, que l'on va retrouver ici. Et enfin, le pli palmaire inférieur, que l'on retrouve sur cette image, à cet endroit. Alors, les 5 doigts sont numérotés du plus latéral au plus médial et sont nommés dans l'ordre: le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt ou l'auriculaire. Enfin, l'extrémité distale de chaque doigt comprend sur la face dorsale une structure indurée qui s'appelle l'ongle. Alors ce schéma maintenant va nous permettre d'aborder quelques notions de proportion lorsque l'on souhaite dessiner les os de l'avant-bras et de la main. Et nous allons partir de l'articulation du coude, où nous pouvons placer un premier repère qui correspond globalement à la longueur de la trochlée humérale. Alors ce rapport, cette distance peut être déplacée 2 fois, comme on le voit sur ce schéma. Globalement, cela donne une idée de la distance qu'il y a entre les 2 épicondyles. Cette distance va ensuite pouvoir être reportée 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on arrive ici à l'extrémité inférieure du radius, où on peut à nouveau reporter cette petite barre violette ainsi. Alors cette distance, on va pouvoir l'utiliser pour créer le rayon d'un arc de cercle ou un demi-cercle dans lequel va s'inscrire l'ensemble des os du carpe. Alors nous pouvons ensuite utiliser ce même rayon pour avoir une approximation de la longueur du 3e métacarpien qui constitue l'axe de la main. Vous voyez qu'on peut reporter cette longueur 2 fois ici et arriver à l'extrémité distale de ce 3e métacarpien. Ce rayon peut ensuite être utilisé pour compléter le dessin de la main, et vous voyez qu'on arrive très grossièrement à l'extrémité de la 3e phalange. Alors nous allons voir maintenant plus en détail les os et articulations de la main. Le squelette d'une main adulte comporte 27 os répartis en 3 groupes. Le carpe, le métacarpe et le squelette des doigts.
Toutes ces articulations de la main sont de type synovial. Le carpe comporte 8 os courts, situés globalement dans un même plan frontal et répartis en 2 rangées. Une rangée proximale et une rangée distale. Chacune étant composée de 4 os. Le métacarpe comprend 5 os longs, les métacarpiens, situés dans un plan frontal et numérotés de 1 à 5, allant de l'extrémité latérale vers l'extrémité médiale. Leur extrémité proximale s'articule avec les os du carpe. Cette articulation se fait suivant une ligne complexe que nous décrirons tout à l'heure. Mais vous voyez aussi que les 4 derniers métacarpiens s'articulent entre eux par leur extrémité supérieure. On note que le corps des métacarpiens est libre de toute articulation. Le squelette des doigts comporte 14 os longs, les phalanges. Chaque doigt comporte 3 phalanges, à l'exception du pouce, qui n'en a que 2, une phalange proximale, ou P1, et une phalange distale, ou P2. Les 4 autres doigts ont 3 phalanges, une phalange proximale, une phalange intermédiaire et une phalange distale. On distingue d'une part les articulations métacarpo-phalangiennes entre chaque métacarpe et chaque phalange proximale correspondante, et d'autre part des articulations interphalangiennes. On va décrire des articulations interphalangiennes proximales et des articulations interphalangiennes distales pour les 4 derniers doigts. Au niveau du pouce, il n'existe qu'une seule articulation interphalangienne. En plus des os mentionnés, le plus souvent il existe un ou plusieurs os sésamoïdes, qui sont des petits os surnuméraires, en regard de la face palmaire des articulations métacarpo-phalangiennes, du pouce, de l'index et du petit doigt. Alors, nous allons maintenant pouvoir retrouver ces éléments osseux sur une radiographie de la main qui va retrouver les os du carpe articulés entre eux. Il s'agit principalement d'articulations planes. On voit que la rangée supérieure des os du carpe forme un véritable condyle. Ce condyle va s'articuler avec l'extrémité inférieure du radius. Il existe un petit décalage entre l'extrémité inférieure du radius et l'extrémité inférieure de l'ulna, qui est comblé par un ligament, le ligament triangulaire, qui va compléter cette articulation. Il y a ensuite une articulation entre la première rangée des os du carpe et la deuxième rangée. Cette interligne articulaire que nous décrirons ensuite a globalement une forme en S allongée. Puis nous allons avoir l'articulation entre les os du carpe et les os du métacarpe. C'est une articulation qui présente une interligne complexe. L'articulation entre le métacarpe et les phalanges est une articulation de type énarthrose que l'on peut voir ici sur cette radiographie. On note au passage la présence d'un petit os sésamoïde ici en regard de la première phalange du pouce. Les articulations interphalangiennes sont des articulations à type de trochlée. Alors cette planche nous montre des radiographies de la main à différents âges de la vie. Et ces radios montrent l'apparition de points d'ossification. On voit ici les premiers éléments du carpe qui vont ensuite se développer. On voit ici se développer l'épiphyse des os longs
des phalanges. Ces points d'ossification permettent de déterminer l'âge et on peut ainsi, chez des enfants, avoir une idée précise de l'âge, par exemple dans des conditions médico-légales, avec une radiographie de la main. Alors nous allons voir en détail maintenant l'anatomie des os du carpe à l'aide de ce schéma montrant une vue antérieure du carpe ou du massif carpien. Ce schéma au-dessus qui représente le massif carpien mais de manière éclatée, et puis cette radiographie du carpe. Alors le carpe est constitué de 8 os courts alignés sur 2 rangées, une rangée proximale et une rangée distale, chacune étant composée de 4 os. Globalement, le massif carpien forme une gouttière à concavité antérieure. Les os du carpe ont tous 6 faces, à l'exception des os triquetrum, pisiforme et amatome. On distingue donc, dans la rangée supérieure ou proximale du carpe, l'os scaphoïde, l'os lunatum, l'os triquetrum et l'os pisiforme. La rangée distale est composée de l'os trapèze, de l'os trapézoïde, ici intercalé entre le trapèze et l'os capitatum, et enfin l'os amatome. Alors nous allons pouvoir reconnaître ces os sur la radio. On retrouve en effet facilement l'os scaphoïde, l'os lunatum, l'os triquetrum et l'os pisiforme en avant de l'os triquetrum. La deuxième rangée est composée de l'os trapèze, de l'os trapézoïde, du grand os et de l'amatome avec son crochet que l'on devine ici. Alors l'os scaphoïde est prolongé par un tubercule, le tubercule du scaphoïde, sur lequel va s'insérer le rétinaculum des fléchisseurs, qui va fermer en avant la gouttière du carpe. Cet os s'articule par sa face supérieure avec le radius. Par sa face inférieure, il s'articule à la fois avec le trapèze et le trapézoïde, comme on peut le voir ici. Et par sa face interne, il va s'articuler avec le lunatum et le capitatum. On voit ici ces deux surfaces articulées. Enfin, il est important de mentionner un rapport. Sur la face externe chemine l'artère radiale, qui peut donc être endommagée lorsqu'il existe une fracture du scaphoïde. L'os lunatum a une face supérieure qui va s'articuler avec le radius, une face inférieure qui va s'unir avec le capitatum et une petite partie qui va s'articuler avec l'amatome. L'os triquetrum a globalement une forme de pyramide quadrangulaire. Sa face supérieure va s'articuler avec le ligament radio-ulnaire ou ligament triangulaire, que l'on peut dessiner schématiquement comme ceci. Sa face inférieure s'articule avec l'os amatome et sa face antérieure s'articule avec l'os pisiforme. L'os pisiforme est un os arrondi en rapport avec l'artère ulnaire et sur lequel va s'insérer le muscle fléchisseur ulnaire du carpe et le muscle abducteur du petit doigt. En ce qui concerne la rangée inférieure, l'os trapèze présente une gouttière sur sa face antérieure qui va accueillir
le muscle fléchisseur radial du carpe et qui forme donc une gouttière limitée en dehors par le tubercule de l'os trapèze. On voit ici et ici. La face supérieure de l'os trapèze s'articule avec le scaphoïde. La face inférieure s'articule avec le premier métacarpien. Sa face interne est en connexion avec l'os trapézoïde et le deuxième métacarpien. L'os trapézoïde. Sa face supérieure est articulée avec l'os scaphoïde. Sa face inférieure est articulée avec le deuxième métacarpien. Il s'articule aussi avec le trapèze et le capitatum. L'os capitatum est l'os le plus volumineux du carpe. Il est allongé de haut en bas et son grand axe correspond à l'axe de la main. Il comprend une tête, un col et un corps. Sa face inférieure s'articule avec les facettes articulaires des deuxième, troisième et quatrième métacarpiens, comme on va le voir ici. On voit qu'il y a une surface articulaire avec le deuxième métacarpien, avec le troisième métacarpien et avec le quatrième métacarpien. On peut le voir d'ailleurs sur cette radiographie. L'articulation ici avec le deuxième, le troisième et le quatrième métacarpien. Sa face externe s'unit à l'os scaphoïde et à l'os trapézoïde. L'os amatome a une forme de prisme triangulaire. Il a 5 faces. La face antérieure présente un crochet qu'on nomme aussi l'amulus de l'os amatome et qui limite en dedans le sillon carpien. Sa face inférieure est divisée en 2 facettes articulaires pour le quatrième et pour le cinquième métacarpien. Sa face supéro-interne est articulée avec l'os triquetrum. Sa face externe et supéro-interne forment une arête mousse, que l'on voit ici, qui va être en rapport avec l'os lunatum. Alors comme nous l'avons dit, les 8 os du carpe forment un massif osseux, le massif carpien, dont la face antérieure est creusée en forme de gouttière, le sillon carpien. Ce sillon est limité en dehors par les tubercules de l'os scaphoïde, de l'os trapèze, en dedans par la saillie de l'os pisiforme et la saillie de l'os amatome. Entre ces 4 points de repère, eh bien, est tendu le rétinaculum des fléchisseurs qui va fermer en avant cette gouttière. Cette gouttière est une zone de rétrécissement et il faut bien comprendre que les muscles et les tendons qui s'engagent dans cette gouttière vont donc rentrer dans une zone très rétrécie avant de s'épanouir à nouveau vers les dos. Cette gouttière, ou canal carpien, contient en plus des fléchisseurs des doigts, le nerf médian et le tendon du muscle fléchisseur radial du carpe. Enfin, on note que la face supérieure du massif carpien forme un véritable condyle à lui seul qui va s'articuler avec la partie inférieure du radius pour former l'articulation du poignet, complétée médialement par le ligament triangulaire du carpe. Alors nous allons voir maintenant le métacarpe et les phalanges. Alors le métacarpe constitue le squelette de la paume de la main, comme on peut le voir sur ce schéma. Il est constitué de 5 os longs limitant entre eux les espaces interosseux. Nous avons donc 4 espaces interosseux. Les métacarpiens peuvent se décrire avec des caractéristiques communes et des caractéristiques propres, notamment au premier et au deuxième métacarpien. Alors, les caractères communs aux métacarpiens sont le fait
que leurs corps présentent tous une concavité antérieure avec une face postérieure, des faces latérales et médiales séparées par un bord antérieur que je dessine ici. L'extrémité supérieure a globalement une forme cuboïde et présente des faces articulaires supérieures avec le carpe et latérales avec les autres métacarpiens. L'extrémité inférieure ou tête est aplatie. Elle présente une face inférieure plus étendue que la face palmaire. Et on note un tubercule pour l'insertion des ligaments collatéraux. Certains métacarpiens ont des caractéristiques propres. Le premier métacarpien, que l'on va décrire ici, est plus court et plus volumineux. Son extrémité supérieure ne possède pas de surface articulaire latérale comme les autres métacarpiens. Sa surface articulaire est en rapport ou s'articule avec l'os trapèze. Le deuxième métacarpien est le plus long. Le cinquième métacarpien n'a qu'une face latérale articulaire. Avec le quatrième métacarpien, il existe bien sûr une face supérieure qui va s'articuler avec l'amatum. Enfin, sa face interne présente un tubercule pour l'insertion du muscle extenseur. En ce qui concerne les phalanges et doigts de la main, alors chaque doigt, sauf le pouce, possède 3 segments osseux, les phalanges. Il y a une phalange proximale, une phalange moyenne ou intermédiaire et une phalange distale. La phalange proximale a un corps qui est à peu près semi-cylindrique. Une extrémité supérieure qui présente une cavité glénoïde et qui est parfois associée à des os sésamoïdes. Enfin, il existe des tubercules latéraux. L'extrémité inférieure se termine par une trochlée. La phalange moyenne ressemble très fortement à la phalange proximale. Enfin, la phalange distale a une forme en fer à cheval. Il existe des os sésamoïdes dont le nombre est très variable et qui sont situés sur la face palmaire. 2 sont constants sur la face palmaire de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Alors, l'articulation du poignet, ou articulation radiocarpienne. Il s'agit d'une articulation importante qui va unir l'avant-bras et la main. Ce schéma représente une coupe frontale de la main et de l'articulation du poignet. On peut ainsi noter le radius, l'ulna et les os du carpe en dessous. Les os du carpe qui vont participer à l'articulation du poignet sont l'os scaphoïde, le lunatum et le trichétrum. On voit que la face supérieure de ces 3 os est organisée pour former une sorte de condyle, le condyle carpien, qui va s'articuler avec l'extrémité inférieure du radius. On voit sur ce schéma que l'ulna ne s'articule pas directement avec le carpe, puisqu'il y a un ligament, le ligament triangulaire, tendu ici depuis l'extrémité inférieure du radius jusqu'à l'extrémité inférieure de la styloïde de l'ulna. Alors, nous allons décrire un peu plus en détail cette articulation en effectuant une sorte de coupe anatomique à travers cette articulation, comme ceci, et nous allons regarder les 2 surfaces articulaires en présence. Nous allons commencer par la face inférieure du radius et du ligament triangulaire. Sur ce schéma est représentée la face inférieure du radius. Cette surface articulaire est séparée en 2 par une crête
mousse que je représente ici en rouge et que l'on pourrait rajouter à ce schéma comme ceci. Cette crête mousse sépare la surface articulaire inférieure du radius en deux parties distinctes, une partie rectangulaire médiale et une partie triangulaire latérale. La partie triangulaire est en rapport avec le scaphoïde et la partie médiale est en rapport avec l'os lunatum. On voit que cette surface articulaire avec le condyle carpien n'est pas composée que du radius. Il existe un ligament, le ligament triangulaire, représenté en vert ici. Ce ligament triangulaire, on le retrouve représenté sur ce schéma, inséré sur la partie inférieure du radius jusqu'à l'apophyse styloïde de l'ulna. Et on a donc cette surface articulaire avec le condyle carpien qui est composée dans ses deux tiers latéraux du radius et dans son tiers médial du ligament triangulaire. Si maintenant on s'intéresse au condyle carpien, sur cette vue supérieure, le condyle carpien, qu'on pourrait aussi appeler glène antibrachiale, est bien composé de l'os scaphoïde, que l'on voit ici, de l'os lunatum et de l'os trichétrum. Alors, tous ces os sont recouverts d'un même cartilage et sont unis à leur extrémité supérieure par un ligament interosseux, lui-même recouvert de cartilage. Donc on voit bien que ces trois os, les ligaments qui les amarrent l'un à l'autre, eh bien, forment une articulation, enfin une structure de type condylaire qui va s'articuler avec le radius et le ligament triangulaire. Alors il existe des moyens d'union pour cette articulation radiocarpienne. Ces moyens d'union sont constitués par une capsule articulaire et des ligaments. Il existe brièvement un plan ligamentaire antérieur, un plan ligamentaire postérieur, interne et externe. Les ligaments antérieurs sont radiocarpiens palmaires et ulnocarpiens palmaires. Le ligament latéral externe va du sommet du processus styloïde radial au côté externe de l'os scaphoïde. Le ligament latéral interne va du processus styloïde de l'ulna au trichétrum. Alors bien sûr, il existe une synoviale qui recouvre la face profonde de la capsule. Alors l'articulation radiocarpienne est le siège de mouvement de la main et de l'avant-bras. Il s'agit de mouvements de flexion, d'extension, d'inclinaison latérale, de circumduction et de rotation. Cependant, l'articulation radiocarpienne n'est pas la seule à être en jeu dans ces mouvements, puisque l'articulation médiocarpienne participe aussi à ces mouvements. Cette articulation médiocarpienne, eh bien, c'est l'articulation entre la première rangée et la deuxième rangée du carpe. À noter que l'articulation radio-ulnaire distale, que nous n'avons pas décrite, se situe entre l'extrémité inférieure du radius et la tête de l'ulna. Cette articulation est impliquée dans les mouvements de pronation et de supination de la main. Alors l'articulation médiocarpienne. Cette articulation médiocarpienne se fait entre les deux rangées du carpe. C'est une articulation qui est considérée comme une double condylaire, dessinant un S allongé ou un S couché. Le premier condyle est constitué par le scaphoïde qui va s'articuler avec le trapèze et le trapézoïde. Le deuxième condyle est constitué de la face interne du scaphoïde, de la face inférieure de l'unatum et du trichétrum. En bas, c'est le capitatum et l'amatum. Alors, cette articulation est bien évidemment renforcée par une capsule
des ligaments et une synoviale. Elle participe au mouvement du poignet au même titre que l'articulation radio-carpienne. Concernant les articulations carpo-métacarpiennes, on peut distinguer une articulation entre la première phalange du pouce et le trapèze et une articulation entre les 4 derniers métacarpiens et le carpe. L'articulation carpo-métacarpienne du pouce est une articulation en selle, avec une capsule et une synoviale. L'articulation carpo-métacarpienne du 2e métacarpe au 5e métacarpe est une série d'articulations planes formant une articulation globale par emboîtement réciproque. On note que M2 s'articule avec le trapèze, avec le trapézoïde et avec le capitatum, formant ainsi une sorte de M allongé. M3 et M4 s'articulent avec le capitatum. Enfin, M4 et M5 s'articulent avec l'os amatum. Les 4 derniers métacarpiens sont donc unis au carpe par une capsule articulaire, renforcée par des ligaments palmaires, dorsaux et interosseux. On note aussi des articulations intermétacarpiennes. Il s'agit aussi d'articulations planes des extrémités supérieures des métacarpiens. Si on s'intéresse maintenant aux articulations métacarpo-phalangiennes. En ce qui concerne les 4 derniers doigts, il s'agit d'énarthrose entre la tête des métacarpes et la cavité glénoïde de l'extrémité supérieure de chaque phalange. C'est donc une articulation à 3 degrés de liberté. Une particularité au niveau du pouce, puisqu'il s'agit aussi d'une énarthrose, avec un champ phalangien pour la phalange, mais aussi une petite articulation avec un os sésamoïde. Les articulations interphalangiennes proximales et distales sont de type trochléenne avec 1 degré de liberté. Nous avons donc 3 degrés de liberté à ce niveau-là et 1 degré de liberté pour les articulations interphalangiennes. Alors sur ce schéma, nous allons pouvoir classer les os en fonction de leur longueur. Au niveau du métacarpe, eh bien, l'os le plus long est le 2e métacarpien. Le 2e métacarpien le plus long est le 3e. Le classement se poursuit de cette manière. Et on voit donc que le métacarpien le plus court est celui du pouce. Si l'on reproduit ce classement pour les premières phalanges, eh bien, la première phalange la plus longue est celle du majeur, puis celle du 4e doigt, de l'index, de l'auriculaire et enfin du pouce. En ce qui concerne les 2e phalanges, eh bien, le classement est celui-ci. Sur ce schéma, nous allons maintenant pouvoir placer les plis, les projections des plis palmaires. Le pli de flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne est distal par rapport à l'articulation. On peut donc le placer à ce niveau-là. Le pli de l'articulation interphalangienne proximale se situe au niveau même de l'articulation.
Enfin, le pli de l'articulation interphalangienne distale est plus proximal que l'articulation. Nous allons enfin pouvoir représenter sur ce schéma les plis de flexion palmaire, avec le premier pli de flexion qui délimite l'éminence thénard, le pli de flexion palmaire proximal. Nous avons ensuite un pli de flexion palmaire moyen et inférieur. Alors intéressons-nous maintenant au mouvement du poignet. Les mouvements globaux se produisent dans les trois plans de l'espace. Il s'agit de mouvements de flexion, d'extension, d'inclinaison latérale et de rotation. Sur ce schéma sont représentées l'amplitude des mouvements d'extension et de flexion du poignet. La flexion atteint 50 degrés dans l'articulation radio-carpienne et 40 degrés dans l'articulation médio-carpienne, ce qui fait une amplitude de mouvement globale de 90 degrés. En ce qui concerne l'extension, on voit que ce mouvement est de plus faible amplitude du fait de l'orientation vers le bas et l'avant de la surface articulaire radiale. Le mouvement d'extension atteint 30 degrés dans l'articulation radiocarpienne et 40 degrés dans l'articulation médio-carpienne. En ce qui concerne les mouvements d'inclinaison latérale de la main, on distingue l'inclinaison radiale et l'inclinaison ulnaire. L'inclinaison radiale a une amplitude d'environ 20 degrés et ulnaire 40 degrés. Ce mouvement d'inclinaison se fait autour d'un axe antéro-postérieur qui passe par la tête de l'os capitatum. Alors, le pouce est un doigt fondamental de par sa position et sa mobilité exceptionnelle. Il joue un rôle fondamental dans la pince pollicis-digitale. On distingue la colonne du pouce qui comprend 5 os qui constituent le rayon externe de la main. L'os scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpien, la première phalange et la deuxième phalange du pouce. Ceci formant ce qu'on appelle la colonne du pouce. Cette colonne est courte et son extrémité n'atteint que le milieu de la première phalange de l'index, lorsque celle-ci se rapproche de l'index. L'articulation trapézo-métacarpienne est aussi une articulation particulière. C'est une articulation en selle, comme représenté sur ce schéma, qui est responsable de la grande mobilité du pouce. Parmi les mouvements rencontrés, l'opposition du pouce est le mouvement le plus complexe. Ce mouvement rend tangente la pulpe du pouce à celle d'un autre doigt. Dans ce cas, une rotation du pouce est indispensable. À noter qu'une rotation supplémentaire est présente dans les articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes du pouce. Alors nous allons pouvoir voir maintenant sur cette vue antérieure des éléments constituant les rapports antérieurs des os du carpe. Les os du carpe, comme nous l'avons vu, forment une gouttière qui est fermée en avant par un ligament solide appelé le rétinaculum défléchisseur. Ce rétinaculum est une lame fibreuse épaisse qui s'étend depuis le pisiforme, le crochet de l'amatome, le tubercule du scaphoïde et la gouttière, le bord latéral de la gouttière de l'os trapèze. Cette lame fibreuse va entourer et fermer en avant cette gouttière qui contient principalement les fléchisseurs superficiels des doigts que l'on voit ici, le fléchisseur propre du pouce, entouré d'une gaine qui lui est propre, alors que les autres fléchisseurs sont entourés d'une gaine commune, et enfin le nerf médian que vous voyez ici. Ce rétinaculum des fléchisseurs se dédouble pour entourer le tendon du fléchisseur radial du carpe. Alors sur ce schéma, on va aussi pouvoir reconnaître les os du carpe. On imagine qu'on a fait une coupe passant à ce niveau-là, et nous allons pouvoir reconnaître successivement l'os scaphoïde qui est ici, là sur la coupe,
le capitatum, ici, l'extrémité supérieure de l'amatum, ici, le trichétrum, ici, et enfin le pisiforme qui est sectionné à cet endroit. Enfin, sur cette coupe, on voit une extension du rétinaculum des extenseurs qui va passer en arrière des muscles extenseurs. Ceci sort du cadre de ce cours, mais cette expansion se termine ici, en avant, sur le rétinaculum des fléchisseurs. Au passage, on voit sur cette coupe le fléchisseur ulnaire du carpe qui va envoyer une expansion, celle-ci recouvrant l'artère et le nerf ulnaire dans une loge qui leur est propre. Alors pour terminer ce cours, nous allons décrire cette coupe sagittale de la main avec le radius, le lunatum, le capitatum et le premier métacarpien. C'est donc une coupe qui passe par l'axe de la main. Nous avons une articulation de type condylienne pour l'articulation radio-carpienne, une double condylaire pour l'articulation médio-carpienne et une articulation plane pour l'articulation carpo-métacarpienne. En avant et en arrière de ces articulations, nous avons un rétinaculum des fléchisseurs et un rétinaculum des extenseurs. Ces deux rétinaculums se comportent comme des poulies pour les tendons des extenseurs et des fléchisseurs. Ceci va permettre d'assurer la mobilité des doigts et du poignet.